Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et nous allons accueillir avec nous aujourd'hui Steve. Donc Steve, tu vas nous parler de ton activité parce que j'ai eu la chance d'entendre parler de toi et je suis très curieuse de savoir tout ce que tu vas pouvoir nous apporter parce que je sais que tu as beaucoup de richesses à nous apporter. Donc voilà. Alors dis-moi Steve, déjà bonjour et puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Dans le fond, moi, ce que je suis en train de faire, c'est je me prépare à lancer un programme dans lequel, dans le fond, je veux aider les gens qui, un peu comme moi, ont vécu des épreuves. Peut-être mettre les gens en contexte, là. Moi, j'ai 54 ans aujourd'hui. J'ai perdu la vue il y a 33 ans, à l'âge de 21 ans, en raison d'une maladie qui se nomme le diabète. Donc, j'ai dû refaire ma vie. Bien évidemment, j'ai dû rebâtir mes plans, rebâtir mon futur de A à Z. Puis, je pense que j'y suis bien arrivé. C'est ce qu'on me dit à tous les jours. On me dit souvent que je suis inspirant, que je sers de modèle. Donc, j'ai décidé, parce que j'ai aussi une formation, j'ai un background d'intervenant. D'accord. Donc, je suis en mesure d'aider les gens. C'est ce que j'ai fait un peu toute ma vie. Donc, j'ai décidé de lancer un programme sur le web pour venir en aide justement aux gens qui ont vécu ou qui vivent une épreuve, pour qui l'épreuve a pris le dessus, a pris toute la place et qui ont de la difficulté à s'en sortir. D'accord. Et c'est quelque chose donc qui va être en one-to-one ou ça va être de la formation où plusieurs personnes vont pouvoir écouter des vidéos que tu auras enregistrées ou des capsules, je ne sais pas comment tu comptes faire. Oui, c'est ça. C'est un programme, dans le fond, où les gens vont pouvoir aller à leur rythme. D'accord. C'est sûr que je vais avoir, dans le fond, deux formats. Un format plus standard, de façon plus autonome, où les gens ils vont vraiment à leur rythme. Puis, il va y avoir un format, plus avancé, où il y aura aussi place à des périodes de questions. Je vais être disponible à tous les 2 semaines. D'accord. Pour répondre aux questions des gens en direct. Mais ça va être des modules, des capsules préenregistrées avec beaucoup de contenu pratique, beaucoup d'exercices. Ouais. Parce qu'à la base, les gens, on part de la connaissance de soi, on va aller ensemble ensuite vers qu'est-ce que les gens veulent vraiment travailler, vers où les gens veulent aller. Oui. Et dans le fond, moi, ce qui m'amène là, à travailler beaucoup la connaissance de soi au départ, c'est que pour avoir travaillé en orientation professionnelle, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens, souvent, venaient me rencontrer, ils savaient pas ce qu'ils voulaient, parce qu'ils savaient pas qui ils étaient. Bien sûr. Donc, c'est vraiment la base de mon programme. D'accord. Mais quelle que soit la situation, on n'est pas obligé d'avoir vécu quelque chose de difficile ou comme toi de traverser une situation particulière. On peut avoir besoin d'avoir une meilleure connaissance de soi pour aller dans une direction précise et donc suivre ta formation. C'est sûr. Moi, je suis parti des gens qui ont vécu une épreuve parce que aujourd'hui, pour partir sur le web, il y a beaucoup de compétition, quand même beaucoup de gens qui partent des programmes. Donc, ça nous prend quand même une clientèle plus spécifique. Il y a aussi le fait que quand on vit une épreuve, souvent, l'épreuve prend tellement le dessus qu'on a l'impression qu'on a tout perdu. Et on a beaucoup de capacités, beaucoup d'intérêts qui demeurent en place, mais qu'on tasse automatiquement ou qui sont ensevelis sous l'épreuve qui devient un peu notre étiquette et notre personnalité. D'accord. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Je te poserai des questions un peu plus précises dans ce domaine-là. Mais là, concernant ta formation, c'est quelque chose qui est en ligne dès maintenant ou qui va être en ligne? Non, à partir dans les premiers mois de 2023. D'accord. Donc, je travaille dessus D'accord. Je travaille quand même dessus depuis un bon bout de temps, mais je viens à peine. Moi, j'ai été à l'emploi d'un organisme à but non lucratif là, chez nous au Québec pendant 22 ans. Puis je viens à peine de laisser mon travail pour vraiment me mettre à temps plein sur tout mon programme de formation. Puis ça m'amène quand même j'ai une certaine limite de ce côté-là parce que c'est beaucoup de visuels, c'est beaucoup de techniques au niveau informatique, beaucoup de manipulation. Même si je réussis à faire beaucoup de choses de façon autonome côté informatique, ça m'amène quand même une certaine limitation. Donc, ça me demande un peu plus de temps, ça me demande de travailler ou de demander de l'aide un peu plus souvent. Donc, c'est sûr que ça va peut-être me prendre un peu plus de temps, mais mon intention, c'était février au départ,
2023. Puis je pense bien que à partir du mois de mars, tout devrait être en place. D'accord. Et alors, ça va être sur un nombre de semaines prédéterminé ou comment ça va se passer? Il devrait y avoir autour de 6 ou 7 modules. Je mets pas de temps déterminé parce que les gens vont vraiment à leur rythme. Les gens vivent des choses différentes. On est tous et toutes différents. Donc, je veux pas mettre un nombre de semaines X, c'est vraiment que les gens vont aller à leur rythme. S'il y en a qui prennent, je sais pas, 1 mois par module, ça sera 1 mois par module. Et s'il y en a qui prennent 1 an pour le faire, ce sera 1 an. D'accord. Le but dans ça, c'est pas une course, c'est pas de le faire en dedans d'un laps de temps X, mais c'est bien de le faire à son rythme et de bien le faire. D'accord. Et toi, quand tu vas intervenir en direct, ça va être régulier, ça va être 1 fois par mois, qu'est-ce que tu as prévu? Toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, d'accord. Donc, quel que soit là où en est la personne, ça sera des questions en fonction de là où il en est. Et toi, tu accueilleras les personnes où elles en seront. Et donc, ça veut dire que toi, tu comptes faire ça toutes les 2 semaines pendant X mois, 1 année. Est-ce que tu t'es fixé une limite ou tu verras au fil de l'eau, comme on dit? En ce moment, je suis un peu en train de bâtir l'avion en volant. D'accord. Je vais voir un peu comment ça réagit. Ça, c'est quoi la demande des gens de ce côté-là. J'ai aucune idée de combien de gens vont s'inscrire. C'est sûr que je vais devoir réagir. Est-ce que j'en viendrai peut-être même à 1 fois toutes les semaines? Je sais pas. D'accord. C'est sûr que je risque de m'ajuster de ce côté-là. Et les gens, je vais aussi mettre en place une communauté sur Facebook où les gens vont pouvoir communiquer entre eux. Donc, s'ils ont des questions, ils pourront quand même se les poser entre eux, les mettre sur Facebook et les gens qui faisaient partie de la communauté pourront y répondre peut-être avant même que moi, j'ai à le faire. D'accord. Et là, pour le moment, tu as une communauté à laquelle tu vas t'adresser pour vendre ta formation ou qu'est-ce que tu as prévu? C'est sûr que je vais y aller par les médias sociaux. D'accord. Tu sais, au Québec, on est peut-être moins avancé que vous en Europe de ce côté-là. Je pense que côté développement perso, côté programme de formation, on en a. C'est clair qu'on en a. Mais je pense qu'on est moins avancé que vous en Europe. Donc, je vais voir c'est quoi la réponse, mais ma volonté, c'est vraiment de m'afficher, de lancer mon programme dans la francophonie. D'accord. Donc là, d'accord. Oui. Pour ça, tu vas utiliser ce que tu as appris en formation avec Martin Latulippe, je suppose, dans laquelle on s'est rencontrés, c'est-à-dire tunnel de vente, des choses comme ça? Oui, oui, c'est sûr. Je me fais connaître aussi en ce moment, parce que j'ai monté, je fais des conférences. D'accord. Je donne une conférence que je lance là dans les écoles un peu partout, dans les entreprises, vraiment pour parler de mon parcours. Et, autant mon programme, on parle beaucoup de se prendre en main, de ne jamais abandonner, de la persévérance, mais mon programme est basé sur 5 verbes, dans le fond, que j'ai appelé un peu mon cycle de la confiance. Je suis parti de mon vécu à moi. Il y a rien de scientifique là-dedans, là. Mais, je me suis rendu compte qu'à travers tout ce que j'ai passé, il y a 5 verbes qui sont revenus souvent, que j'ai déterminé comme étant mon cycle de la confiance, parce que j'ai quand même une très bonne confiance aujourd'hui, comparativement à là où j'étais il y a 33 ans quand j'ai perdu la vue. Et ces 5 verbes-là, c'est vraiment savoir, vouloir, oser, persévérer et croire. Donc, ma conférence est basée là-dessus. Je vais commencer bientôt là, vraiment à monter aussi peut-être des capsules sur Facebook graduellement pour avoir plus d'abonnés sur ma page. Etc. Il faut que je me fasse connaître, c'est sûr. D'accord. Déjà, tu as écrit 2 livres au moins, c'est ça? Donc, c'est pareil, on mettra les liens sous la vidéo pour les personnes que ça peut intéresser. Donc, c'est sur l'histoire de ta vie. De ma vie, moi je dis souvent de mes 2 vies, parce que avant de perdre la vue à 21 ans, moi j'ai été un sportif. Sportif de compétition, j'ai un joueur de hockey. Donc, je me suis fait connaître dans ma région, un peu ici au Québec, justement après m'avoir en raison du hockey, où j'ai atteint quand même un bon niveau, même si c'est au niveau amateur, je ne me suis pas rendu au niveau professionnel, mais j'ai quand même atteint des bons niveaux là, au niveau du Québec. D'accord. Et donc, c'est sûr que quand j'ai perdu la vue,
ça a été quand même assez médiatisé, au moins dans ma région. Donc, je suis parti au départ avec l'idée d'écrire un livre sur mon vécu, comment je m'étais relevé justement de mon épreuve, et j'avais un livre qui allait au-delà de 400 pages, donc c'était beaucoup trop de contenu dans le genre de livre que j'écrivais. Et c'est pas tout le monde, tu sais, il y a vraiment deux sections. Il y avait la section épreuve, développement perso et la section sport. C'est pas tout le monde qui s'intéresse aux deux. Oui. Donc, la personne avec qui j'ai édité mon livre, Jérémy, qui est devenu un bon copain maintenant, m'a suggéré d'en faire deux. Le premier qui s'appelle dans le fond, La persévérance dans les veines, qui est un plus petit livre, qui a une centaine de pages, qui parle vraiment de mon parcours sportif, principalement au niveau du hockey, mais dans quelques autres sports aussi. Et le livre principal qui s'appelle De la gloire au désespoir, où là, je parle vraiment en résumé de mon parcours de sportif, parce que ma personnalité s'est quand même bâtie là. Mais il y a beaucoup plus de contenu au niveau ensuite là, du moment où je perds la vue et tout le cheminement là, jusqu'à il y a quelques années à peine. D'accord, ok. Bon, bah écoute, déjà on a bien compris comment tu allais communiquer et on te souhaite le meilleur pour les années à venir. Maintenant, on va aller un petit peu plus dans le sens de ma chaîne qui est l'essence du sens. Donc, je voulais savoir aujourd'hui ce que tu proposes, ce que tu vas faire ou ce que tu fais actuellement. Quel sens ça donne à ta vie? C'est la volonté de redonner au suivant. J'ai rencontré, tu sais, oui, je suis parti de loin, parce que quand j'ai perdu la vue, j'en suis même venu aux idées suicidaires. J'ai dû, c'est sûr que mon parcours, ma personnalité de sportif a refait surface à un moment donné, et la résilience, le gars qui a besoin de challenge, qui a besoin de défis, ça m'a aidé à me relever. Mais trop souvent, j'ai rencontré justement aussi dans mon parcours professionnel d'intervenant, de conseiller, des gens qui étaient en pleine santé, des gens qui avaient tout pour réussir, mais qui n'y arrivaient pas. Donc, tout ça fait que si moi, j'y suis arrivé, et moi, j'ai eu mes modèles aussi pour me relever, bien évidemment, mais je me suis dit, si moi, j'y suis arrivé d'où je suis parti, il y a sûrement d'autres personnes qui ont besoin de ce support-là, qui savent peut-être pas par où commencer, qui savent pas à qui s'adresser, mais je pense que c'est le goût de redonner aux suivants, de redonner aux autres, de dire aux gens, hey, regarde, peu importe ce que tu as vécu, oui, il y a des choses qu'on doit mettre derrière nous, mais il nous reste, après l'épreuve, il nous reste plein de choses, les rêves peuvent être encore là, la possibilité de vivre le bonheur est encore là, donc on peut se reprendre en main et vraiment foncer et être heureux comme moi je le suis aujourd'hui. D'accord. Mais dans ton histoire, je suppose que quand tu parles de résilience, que tu parles du livre ou de ce que tu vas proposer là dans les mois à venir, il y a une période de ce qu'on peut appeler deuil, d'abandon de l'homme que tu étais, de la vie que tu avais projetée. Donc pendant combien de temps avant d'arriver à trouver l'énergie, la volonté, combien de temps il t'a fallu? Ben, tu sais, moi, dans le fond, c'est sûr que à la base, j'ai toujours été dans ma vie, encore plus aujourd'hui, là, je l'ai développé aussi, mais j'ai toujours été en quelque part un gars d'action. Donc, moi, il fallait que ça bouge. Là où je me retrouvais, là où souvent je traversais, si j'ai traversé, des épreuves peut-être moins graves dans le passé, mais ça a toujours été dans l'action que j'ai appris à me relever, à me retourner de bord et être capable de me reprendre en main. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais moi, c'est sûr que ça devient plus difficile dans un programme comme celui-là de faire. Je suis pas un thérapeute. Donc, c'est sûr que je pourrais pas faire de la thérapie, du one-on-one de ce côté-là. Si c'est vraiment le besoin, il faudra peut-être à ce moment-là que la personne soit accompagnée par une autre personne. Mais moi, ce que je veux, dans le fond, c'est faire prendre conscience aux gens, tu sais, peut-être oui, qu'ils sont présentement, mais qui ils étaient peut-être avant l'épreuve, de constater, oui, quelle a été l'épreuve, qu'est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir perdu, mais qu'est-ce qui leur reste encore aujourd'hui. Et souvent, c'est là qu'on se rend compte, moi en tout cas, ça a été un constat de dire, oui, j'ai perdu la vue,
mais il y a un paquet de capacités que j'avais avant de perdre la vue, que j'ai conservé. On n'a pas tout éliminé de ma personnalité du jour au lendemain. Là. Mais ça m'a pris un certain temps avant de le réaliser. Oui, ben, j'imagine bien. Donc, c'est là où on a des rêves qui... bon, tu sais, pour moi, même avant de perdre la vue, les communications, c'est un domaine, c'est un rêve. C'est un domaine auquel j'attribuais beaucoup d'intérêt, beaucoup de volonté. Ben, c'était encore possible, malgré tout, après avoir perdu la vue. Mais il faut comme juste prendre le temps. C'est de là où je dis que souvent, quand on vit une épreuve, pour beaucoup de gens, c'est pas tout le monde, mais évidemment, il y en a qui se relèvent puis qui repartent, c'est correct. Mais à un moment donné, l'épreuve prend tellement de place que ce qu'on a conservé, le positif, nos capacités, on les met de côté. Et on dirait qu'on les oublie. Ouais. Et toi, tu dirais que tu as mis combien de temps à les recontacter, ces capacités? Ah, écoute, c'est une question bon, tu sais, oui, de longs mois et peut-être même d'années, d'en arriver où j'en suis aujourd'hui. C'est quand même pas un cheminement qui se fait du jour au lendemain. Oui. Hein? C'est pour ça que mon programme, je n'ai pas non plus de durée de temps. Ça dépend de l'épreuve, ça dépend de la personne, elle est rendue. Mais, tu sais, puis moi, j'ai pas eu nécessairement cet accompagnement-là au départ quand j'ai perdu la vue. D'accord. J'ai cheminé, j'ai eu des gens qui m'ont entouré, mais pas avec un cadre, un programme, une formation structurée comme moi je l'offre en ce moment. D'accord. Mais peut-être que ça existait, mais bon, voilà, c'est peut-être pas ce que tu cherchais non plus. Ce que j'ai pas bien compris? Je dis, c'est peut-être que ça existait, mais que toi, tu l'as pas cherché aussi, ce type de programme. Ben, tu sais, bon, des thérapeutes, oui, il y en avait. Parce que moi, j'ai perdu la vue en 1989, donc à ce moment-là, Internet n'existait pas. Oui, c'est vrai. Donc, si je voulais du support, c'est sûr que, comme je dis, oui, j'ai eu du support. Il y a eu des thérapeutes que j'ai rencontrés, j'en ai vu plusieurs. C'est sûr qu'en même temps, bon, de un, j'étais un gars, un jeune homme. C'est pas la clientèle première des thérapeutes. Je venais du sport de compétition, où c'est un monde beaucoup plus... c'est pas un monde d'émotions. C'est sûr. Dans ces années-là où il faut être fort, c'est plains-toi pas, t'as pas mal, c'est relève-toi, prends-toi en main puis fonce. Donc peut-être que aujourd'hui, quand il m'arrive des choses comme ça, où ma personnalité a vraiment changé de ce côté-là, parce que je suis vraiment plongé tête première dans tout ce qui est psychologie, développement perso, et c'est vraiment par là que j'ai grandi et que j'ai pris contact avec qui j'étais vraiment. Moi, dans le fond, aussi banal que ça puisse paraître, puis je l'ai dit en conférence, mais moi, j'ai pris le goût, j'ai découvert la lecture, les bienfaits de la lecture, après avoir perdu la vue. Parce qu'on a accès à des livres sonores, bon, on a des grosses bibliothèques pour nous, et c'est vraiment là que je suis entré en contact avec, bon, tu sais, la psychologie, oui, par ma formation en orientation, mais le développement perso comme tel, peut-être moins classique que les cours de psychologie à l'université, ben c'est vraiment par la lecture que j'avais découvert. D'accord. Et ça a été assez rapidement après que tu as eu accès à ce type de livre. Tu as eu le goût de lire ce type de livre? Oui, parce que, bon, tu sais, ça m'a pris, j'ai mis 2 ans avant d'entrer à l'université. Quand j'ai perdu la vue, j'avais fini, bon, nous ici on a le collégial, on a les cégeps qu'on appelle, qui durent 2 ou 3 ans, et ensuite on a l'université pendant minimum 3 ans. Et j'avais fini mon cégep. J'avais été accepté à l'université en 1989, mais c'est exactement au moment où j'ai perdu la vue. Donc j'ai dû repousser le projet. Et j'ai mis 2 ans là, de réadaptation, apprendre à me déplacer avec une canne blanche, apprendre le braille, être capable de faire des tâches ménagères, de faire tout plein de choses dans la maison, avant d'être capable de dire, OK, là maintenant, je me sens prêt et je retourne aux études. Donc, j'ai eu du temps. J'avoue, je dis souvent, le baladeur puis la chaise berçante étaient mes 2 principaux amis pendant ce temps-là. Là. Parce que, bon, ma famille, mes parents travaillaient, mon frère était aux études, mes amis qui étaient autour de moi, ils sont restés là, mais ils travaillaient ou ils étaient aux études eux aussi. Donc, il a fallu que j'occupe mon temps et la lecture est devenue pour moi un super allié. D'accord.
Donc, c'est là où par essai et erreur, j'ai lu des centaines de livres, là. Oui, des romans, mais beaucoup de livres aussi sur le développement perso. Il y a des livres auxquels j'ai adhéré, puis d'autres, pas du tout. Mais ça a été beaucoup d'exploration pour vraiment trouver ce que je voulais. D'accord. Et là, donc, pendant une trentaine d'années ou à peine, tu as travaillé, donc, c'est l'insertion, hein, c'est ça, dans le domaine dans lequel tu travaillais? Oui. Et là, tu en es parti parce que tu voulais mettre quelque chose d'autre en place. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti de cette activité? Oui, ben, tu sais, dans le fond, dans mon parcours professionnel de 22 ans dans le même organisme, j'ai été comme conseiller intervenant pendant peut-être 16-17 ans. Et j'ai eu un parcours non, c'est pas vrai, pendant une douzaine d'années. Et un parcours d'une dizaine d'années comme directeur. Parce qu'à la fin, quand j'ai quitté, j'étais directeur. Je gérais l'organisme au complet avec 7 employés à ma charge, le budget, etc. Et je suis quelqu'un qui a quand même, tu sais, qui aime la liberté dans mon travail. Et bon, quand on est un organisme à but non lucratif au Québec, on est principalement, presque totalement financé par le gouvernement, avec quand même des redditions de comptes assez imposantes, assez rigides. Donc, on fait pas nécessairement toujours ce qu'on veut. Et bon, de ce côté-là, j'avoue que la gestion personnelle aussi, avec la rareté de main-d'œuvre, bon, je me sentais de plus en plus éloigné ou distant des nouvelles générations qui rentraient en poste, parce qu'on est un organisme où on avait quand même beaucoup de plus jeunes qui rentraient là, dans la vingtaine, début trentaine. Au niveau des valeurs, moi, je suis quelqu'un qui s'est toujours valorisé énormément par le travail et je commençais à me trouver un peu loin de cette génération-là pour qui le travail est une chose parmi tant d'autres. Donc, j'avais l'impression de pas toujours pouvoir amener l'organisme où je voulais l'amener. J'avais l'impression souvent de revenir le soir frustré, de pas être... Et c'est sûr que mes livres, le lancement de mes livres et le succès que j'ai eu dès le départ, ça m'a ouvert la porte vraiment à tout mon projet en place parce que ce projet de livre-là, d'écriture de livre, ça faisait 10 ans que je le mijotais, mais avec le syndrome de l'imposteur et tout ce qu'on voudra, le manque de confiance, j'y arrivais pas. Et tout s'est mis en place. En dedans de 2 ans, j'ai écrit, j'ai édité, j'ai lancé, j'ai mis en place. Et là, ça m'a dit, regarde, tu le pensais pas possible, tu y es arrivé. Il y a probablement encore plein de choses que tu peux réaliser et que tu pensais pas pouvoir faire. Et ce projet-là, entre autres, a commencé à prendre la place. Et là, j'ai annoncé mon départ 6 mois à l'avance à mon conseil d'administration. Leur laisser le temps vraiment de mettre les choses en place parce que j'ai été quand même là depuis 22 ans. Et bon, question de me préparer moi aussi, tu sais, mentalement et tranquillement, de mettre les choses en place. On met pas un programme comme celui-là du jour au lendemain. Bien sûr. En place. D'accord. Et tes livres, là, ils sont sortis à quel moment? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an, ok, d'accord. En novembre 2021. Et les conférences que tu fais, tu les fais depuis longtemps aussi ou c'est assez récent? Les conférences, bon, c'est pas tout à fait 1 an, la conférence que j'ai là, qui découle de mon livre d'ailleurs. D'accord, ok. Mais j'ai longtemps fait des témoignages, entre autres, principalement dans les écoles. D'accord. Où on m'amenait à parler de mon vécu, etc. Je l'ai jamais fait de façon professionnelle, dire charger des coûts rattaché à ça. Fait que de ce côté-là, de me lancer vraiment comme conférencier professionnel où je facture les gens qui m'interpellent, ça, c'est depuis moins d'1 an. D'accord, ok. Donc, en fait, tout s'est accéléré depuis la sortie de tes livres. D'accord. Okay. Ça a vraiment été l'élément déclencheur. D'accord, ok. Très bien. Et alors, une question que je pose à tout le monde, mais je me dis, ça peut être intéressant aussi de te la poser. Je demande toujours, si tu te replonges dans ton enfance, est-ce que tu peux y trouver les racines de ce que tu fais aujourd'hui? Bon, toi, on a bien compris qu'il y avait quand même un événement particulier qui a accéléré les choses, mais est-ce que là, tu as envie de partager, tu as envie d'initier peut-être, d'impulser des changements chez les gens qui sont dans certainement une situation peut-être désagréable ou un mal-être? Est-ce que, en tant qu'enfant, est-ce que tu peux voir des choses comme ça où tu as été un aidant, où tu avais cette volonté de vouloir aider les autres ou pas du tout? J'ai toujours aimé aider les autres. Ça, oui. Peut-être pas de façon aussi intensive ou aussi intense qu'aujourd'hui.
de ce que je me souviens, bon, si on parle entre autres des conférences, la première fois que j'ai fait une présentation devant mon école, je pense que j'avais 9 ans. Ah oui. Il y avait un concours dans ma classe, il y avait eu un concours de poèmes. J'avais écrit un poème, puis au primaire, j'étais un premier de classe. J'avais aussi beaucoup de facilité à l'école. Donc, j'avais remporté le concours dans ma classe et on m'avait demandé dans un genre de présentation ou de gala dans le temps des fêtes, de présenter mon poème devant l'école au complet, donc devant quelques centaines d'étudiants. Oh. Donc, j'ai toujours eu une certaine aisance de ce côté-là, de parler devant des groupes. Durant le sport, ma période sportive, bon, quand les médias étaient présents, la radio, la télé, souvent j'ai été interpellé parce que j'ai une facilité à m'exprimer. Oui, d'accord. Donc ça, c'est toujours, tu sais, il y a une partie qui vient de là, au niveau des conférences. J'ai toujours été reconnu comme un leader. Donc, quelqu'un qui aime diriger, qui aime entraîner les autres. Oui. Ce qui m'a aidé aussi à sortir en quelque part un peu de mon épreuve aussi. Oui. Mais je pense que l'entraide, de vouloir aider les autres, c'est beaucoup venu depuis que j'ai perdu la vue, parce que aussi banal, bon, je parlais tantôt, tu sais, que je me suis mis à aimer la lecture après avoir perdu la vue. Quelques mois même après avoir perdu la vue, j'avais 21 ans, donc mes amis sortaient dans les bars, je connaissais beaucoup de monde, donc je me suis mis à sortir avec mes amis dans les bars. Les gens venaient me voir pour, bon, donner une grosse vague d'amour, me dire combien ils étaient désolés puis comment ils me supportaient. Mais les discussions finissaient toujours que ces gens-là venaient me conter leurs problèmes. Et moi, je les écoutais. Donc, c'est quelqu'un qui m'a fait remarquer à un moment donné, dire « Hey, toi, t'as jamais pensé devenir intervenant des psychologues? Tu remarques pas que c'est toi qui vis les difficultés, puis c'est toujours toi qui es en train d'aider les autres. » Et les autres. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin. Ça a été, entre autres, bon, tu sais, un lien vers la lecture, le développement perso, la psychologie et, par la suite, les études en orientation. D'accord. Mais est-ce que tu crois que ça... Alors, tu dis que c'était au moment où tu as perdu la vue. Ça veut dire qu'avant, les gens ne venaient pas spécialement te parler de leurs problèmes. C'est vraiment à partir du moment où tu as été dans cette situation-là. Ben, ouais, parce que c'est sûr que dans le monde du sport, oui. Tu sais, bon, comme je disais, j'étais un leader. Tu sais, mais en même temps, dans le monde du sport, c'est pas un milieu, surtout pas, et on retourne, tu sais, il y a peut-être une quarantaine d'années en arrière, presque, c'est pas un monde où on parle beaucoup de nos difficultés, puis de nos problèmes, puis où on se confie. Fait que peut-être beaucoup moins, qu'après avoir perdu la vue. D'accord. Est-ce que tu crois que c'est le fait de te montrer comme vulnérable, parce que la perte d'un sens, c'est quand même une vulnérabilité par rapport aux autres. Est-ce que tu crois que c'est ça qui peut inciter les gens à se confier? Parce que c'est quand même assez surprenant, cette façon, ce changement qui s'est passé. Ou alors qu'il n'y avait pas de jugement parce que tu ne les voyais pas. Qu'est-ce qui peut créer ça? C'est intéressant. Ben, tu sais, je pense que très vite, si je me suis relevé, parce que même on me dit que je me suis relevé quand même assez rapidement de mon épreuve, mais si je me suis relevé aussi rapidement, c'est que ma vision de la situation, très rapidement, je me suis mis à voir le côté positif et toutes les opportunités qui s'offraient à moi. D'accord. Moi, dans le fond, j'ai passé ma jeunesse, jusqu'à temps que je perde la vue même, puis les années qui ont suivi, j'ai passé ma vie à prendre ma confiance ou me reconnaître dans le regard des autres. C'est les autres qui me dictaient qui j'étais. Ouais. J'agissais toujours pour plaire aux autres. T'es pas tout seul, je crois. Non, ça c'est clair. Et ça, j'en ai pris conscience quand j'ai perdu la vue. Et quand on parle de donner un sens à sa vie, moi, le premier sens que j'ai donné à la perte de ma vue, c'était de dire, maintenant, ta personnalité, si tu veux savoir qui tu es, si tu veux savoir ce que tu vaux, c'est plus dans le regard des autres que tu vas le voir. Tu le vois plus, le regard des autres. Et la symbolique de se fermer les yeux, si je ferme mes paupières, automatiquement, je me coupe du monde extérieur et je dois plonger en dedans de moi si je veux savoir sur qui me baser. Donc, tu sais, il y a eu une introspection quand même assez rapide. Et en adoptant
cette philosophie-là de vie, ben les gens m'ont vu vite comme un modèle, puis comme quelqu'un qui avait un courage et une résilience extraordinaire. Ouais. Je pense que en étant un leader, je suis aussi un motivateur. Donc, la philosophie ou la façon d'être que j'adoptais, c'est à dire aux gens, ben regarde, écoute, si moi j'y suis arrivé, toi aussi tu peux y arriver là. Donc, ça a été d'encourager les gens au départ. D'accord. Donc, tu as pu voir autour de toi des gens qui ont bougé grâce à toi, ou parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent se confier, parler de leurs problèmes, mais qui ne sont pas vraiment motivées pour changer les choses. Et toi, si tu es un leader, est-ce que tu as réussi à impulser les changements? Ben oui, il y a des gens, pour qui ça fait des différences. Mais même dans mon secteur professionnel, je me souviens que c'est un secteur où j'ai travaillé, bon, les 22 dernières années, notre clientèle, c'était les gens âgés de 16 à 35 ans. Il y a des gens dans ça qu'on aide, à qui on donne un coup de main pendant 1-2 rencontres, c'est terminé. Après ça, ils font leur petit bonhomme de chemin, ils s'en vont, puis on n'en a plus de nouvelles. Il y en a d'autres, ça dure un peu plus longtemps, mais il y a des gens que j'ai revus des années après et qui me disaient, toi, tu le sais pas, mais la journée où tu es venu me chercher dans la salle d'attente pour m'amener dans ton bureau et que je t'ai vu, toi, avec ta canne blanche, travailler, être de bonne humeur, avoir le sourire et donner vraiment l'impression d'aimer ta job, sans même que tu parles, moi j'étais confronté. Parce que moi je suis en santé, moi j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon chemin et j'y arrivais pas. Donc, en bon québécois, sans même le vouloir, je donnais des coups de pied au cul aux gens. D'accord. Donc, ça oui, ça a eu un impact de ce côté-là. D'accord. Et c'est peut-être un peu de là aussi où je me suis dit, ben oui, c'est peut-être de cette façon-là que je peux aider les gens. Je m'en suis donné un petit peu une mission, de dire, ben, regarde, oui, si moi j'y arrive dans ma situation, juste de la façon dont j'avance dans la vie, mais d'en parler ouvertement avec les gens, peut-être que ça peut donner un coup de main aussi. Donc, si j'ai des questions que ça vaut même pas le coup que je te pose, parce que est-ce que tu mets de la passion dans ce que tu fais? Bah, je pense que ça s'entend bien. Bon, ça c'est clair que si je le fais, en orientation professionnelle où on aide les gens à trouver ce qu'ils veulent faire dans la vie, c'est sûr que quand on est jeune, à 16, 17, 18, 19 ans, même, souvent, les gens me disent, moi, n'importe quoi, mais autant que c'est payant. Et j'ai toujours dit aux gens que je rencontrais, je regarde, souvent, je le faisais à la blague, mais je disais, parfait, je t'envoie en médecine. Mais là, elle me disait, en médecine, je n'ai pas une pour ça. Je dis, regarde, tu vois bien que c'est pas vrai, que tu peux faire n'importe quoi, mais autant que ça soit payant. Donc, je disais, puis, j'ai vu j'ai vu des centaines de clients dans mon bureau, dans ma vie, je leur disais, je te jure que si tu fais quelque chose juste parce que c'est payant, tu le feras pas longtemps. Tu vas finir par décrocher, c'est pas vrai que tu vas le faire par passion, donc, il faut que tu le fasses pour des raisons autres que juste l'argent. Donc, j'ai passé ma vie à dire ça aux gens. Puis, quand j'ai laissé mon travail, il n'y a pas longtemps, j'avais des excellentes conditions. Je gagnais un petit peu moins que 100 000 $ par année. Et en l'espace de quelques mois, j'ai tout mis ça de côté pour me ramasser. Bon, maintenant, oui, j'ai un peu d'argent qui rentre là, par mes conférences, par mes livres, mais je suis loin du salaire que j'avais dans mon dernier emploi. Mais c'est la passion qui m'allume en ce moment. Je me lève le matin, à tous les matins, j'ai tellement hâte de me lever, puis de commencer, puis d'embarquer dans mes choses, parce que c'est mon projet, je le développe à ma façon. C'est hyper stimulant. Oui. Même si on le sait qu'il y aura des moments qui seront plus difficiles que d'autres, qu'il y a des moments de dépit et autres. Mais effectivement, comme tu dis, tu sais pourquoi tu te lèves et tu sais quel sens tu donnes à ton activité. Et puis, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a cette liberté que tu acquiers aussi et de tes choix qui sont les tiens et tu en assumes les conséquences. Donc, aujourd'hui, c'est une grande liberté que tu as. Donc, oui. Comme je disais, il y a toujours la question, je parlais de la technologie tantôt, qui est une certaine limitation pour moi. Mais je suis un gars qui adore les défis, les challenges. Donc, pour moi, c'est un énorme défi. Oui, ça s'entend. Et j'ai le goût, non seulement j'ai le goût de le réaliser parce que je veux aider les gens, mais de
tout mettre le projet en branle, ça devient en plus un autre défi. Puis, on se fait pas de blague, là. Il y a plein de gens qui y croient pas, là. Que je vais réussir à relever ce défi-là. D'accord. Quand j'ai décidé de laisser un travail qui me donnait plus que 80 000 $ par année, il y en a qui m'ont pris pour un fou, là. Oui, ça m'étonne pas, ça. Donc, mais ça, c'est une chose, autant je disais au début, quand j'étais jeune, c'est le regard des autres qui faisaient que j'agissais ou j'agissais pas. Maintenant, ça, j'ai tellement mis ça en arrière de moi, là. Ça, j'ai réussi à le faire, mais c'est ça, c'est la passion, c'est le défi, le goût de démontrer que oui, on peut y arriver. Je me souviens d'avoir parlé il y a peut-être moins d'1 an. Je parlais avec une personne qui est non-voyante, elle aussi. Elle reste quand même dans la région de Montréal. Mais, je parlais de mon projet, puis elle me disait, tu te rends-tu compte que tu es non-voyant, puis que tu vas laisser une job comme tu as là? Comme si, parce qu'on était non-voyant, on n'avait pas le choix de faire ce qu'on voulait dans la vie. Puis quand il passait une job, dépêche-toi à sauter dessus parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah oui. Et ça, c'est une étiquette. Socialement, quand je dis, dans le fond, c'est notre épreuve qui prend toute la place. On se définit par ça. On ne devient plus quelqu'un qui vit avec la cécité puis qui a le droit à ses rêves et son bonheur. On devient un non-voyant. Ouais. Avec tout ce qu'il y a avec. Et ça, moi, j'accepte pas ça. Donc, si j'ai laissé mon travail, c'était pas parce que je voulais faire quelque chose qui me passionnait. Quand même, à l'âge aussi, il me reste peut-être une dizaine d'années à travailler, peut-être plus, je verrai. Mais c'était aussi dans l'optique de je sais que je peux gagner encore plus d'argent parce que oui, je suis quelqu'un qui aime l'argent, je suis quelqu'un qui aime me payer ce que j'aime dans la vie sans me poser de questions. Parce que j'ai aussi eu des périodes dans ma vie où j'avais presque pratiquement pas d'argent, puis les fins de mois, je me demandais toujours comment j'allais faire pour arriver. Donc ça, de me sortir de ça, c'était aussi un autre défi que je m'étais donné dans la vie. D'accord. J'ai plein de raisons pour lesquelles ce projet-là est une passion, que j'ai voulu le relever, et je sais que je vais le relever. Bravo. Est-ce que justement, par rapport à tout ce que tu vis là, tu continues, je ne sais pas si tu as commencé, mais est-ce que tu te fais accompagner, est-ce que tu te fais coacher? Oui. Oui, c'est clair, parce que je ne pourrais pas y arriver tout seul. C'est là où, j'ai vraiment les deux pieds dedans. Je suis allé graduellement. J'ai eu quand même peut-être 6 mois pour tranquillement commencer à monter mon projet à temps partiel, parce que j'avais quand même un travail qui me demandait 40-45 heures par semaine, minimum. Avec les fins de semaine, mais c'est vraiment une fois les deux pieds dedans depuis peut-être à peu près 1 mois en ce moment, que là, je réalise davantage l'ampleur de la tâche. Et c'est là où j'ai repoussé un peu mes délais aussi, parce que je me rends compte, mais c'était justement en me faisant coacher, en suivant des programmes de formation que je prends connaissance de tout ce que ça me demande. D'accord. Et comment tu te ressources quand tu as besoin? C'est beaucoup ma famille, des activités avec ma conjointe. C'est quelque chose d'assez quand même... Autant j'ai été dans l'action, dans le sport quand j'étais jeune, j'avoue qu'en vieillissant, je deviens de plus en plus casanier. Beaucoup moins actif. Je le fais encore, je vais aller patiner un peu l'hiver, je vais faire de la raquette, je vais marcher, je vais faire différentes choses, mais beaucoup plus peut-être dans la lecture, dans les ou dans des activités avec la famille. D'accord, le lien, a priori. Pardon? Je dis le lien avec les autres. Oui, puis en vieillissant, chacun développe ses besoins. J'ai un de mes meilleurs amis dans ma vie qui est encore mon voisin, mais eux n'ont pas eu d'enfants dans leur vie. Donc, à partir du moment où moi, j'ai eu des enfants, veut pas, ça a mis un petit peu une distance. Eux ont développé des intérêts autres vers les véhicules motorisés, les 4 roues, les VTT, des choses comme ça. Donc, moi, j'avais pas vraiment d'intérêt pour ça. Donc, tu sais, il y a des événements de la vie qui font qu'on prend une direction différente ou ça met une distance. Tu sais, j'ai un cercle d'amis beaucoup plus restreint aujourd'hui, mais c'est ça. Puis, tu sais, la vie va quand même assez vite.
avec le nombre d'heures que ma conjointe met dans son travail, que moi je mets dans mon projet, le temps aussi de s'occuper, mes enfants aujourd'hui c'est rendu des jeunes adultes, mais tu sais, le temps de jaser un peu avec eux autres, de passer un peu de temps avec eux autres, de faire tout ce qui doit se faire à la maison aussi, parce que j'ai ma propre maison, il y a de l'entretien extérieur, intérieur. Ça fait qu'en bout de ligne, des fois, il reste un petit peu moins de temps pour les activités. Là. Oui, c'est sûr. Ouais. Bon, et ton prochain grand rêve, alors c'est quoi? Maintenant que tu as mis en place, que tu es en train de mettre en place tout ça, c'est quoi le grand rêve? J'aimerais beaucoup avoir, j'aimerais avoir une résidence secondaire dans les pays chauds, ça c'est sûr. Ça c'est un rêve. Puis, tu sais, c'est sûr que mon projet prend beaucoup de place en ce moment, mais je veux vraiment le développer dans toute la francophonie. Si j'étais capable, c'est ce que je vise, mais c'est vraiment de donner mon programme de formation, parce qu'avec Internet, tout est possible maintenant, mais c'est de me rendre aussi à aller donner des conférences de l'autre bord de l'Atlantique. Ça, c'est un rêve que j'ai, c'est quelque chose sur lequel je travaille, que je veux développer. Je pense qu'une fois que j'aurai fait connaître, c'est vraiment de développer mon aisance, parce que j'ai encore du travail à faire sur scène au niveau de ma conférence. J'ai une facilité à m'exprimer, mais pour atteindre vraiment un niveau professionnel, ça prend quand même une certaine aisance. Donc, j'ai du travail à faire de ce côté-là. D'accord. Mais c'est sûr, voyager. Avant la pandémie, moi et ma conjointe, on avait des pays communs qu'on voulait aller visiter. Là, la pandémie est arrivée, ça a mis une distance à tout ça. Bien sûr. Mais c'est vraiment ça, c'est de mettre le genre de travail que je peux faire, autant du niveau des conférences que de mon programme de formation. C'est quelque chose que je peux faire un peu partout. Donc, je suis pas restreint à travailler toujours dans un bureau de chimie. Oui, c'est sûr. Donc, c'est un peu mon rêve de jumeler et voyage et travail pour me promener un peu partout à travers le monde. C'est un beau projet, puis on peut bien comprendre. J'ai une dernière question. Tu sais, je t'avais dit que j'aime bien poser cette question à tout le monde. Est-ce que tu as un truc dans ton organisation qui te permet d'être efficace ou de gagner du temps, enfin quelque chose que tu as découvert et que tu mets en pratique qui fonctionne bien? Ça, j'avoue, là, je suis quelqu'un qui n'a pas une énorme structure de travail. D'accord. J'ai toujours travaillé beaucoup avec ma mémoire, entre autres. J'ai une énorme mémoire. C'est sûr que quand je suis arrivé, là, plus j'avançais professionnellement, surtout quand je suis arrivé comme directeur, j'avais tellement de choses en tête que là, j'y arrivais plus. Là. Il a fallu que je trouve des moyens vraiment de, un agenda ou de prendre des notes. De plus en plus, je prends des notes. J'ai toujours, mon besoin de liberté est très grand et j'ai toujours eu de la difficulté dans un cadre trop rigide. Mais là, je me rends compte en même temps qu'au niveau de l'efficacité, ça me prend un certain cadre. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Je suis quelqu'un d'action qui a toujours aimé faire les choses aussi rapidement. Donc, je n'étais pas toujours patient. Ça me donnait des résultats rapidement. Et là, c'est un mandat que je me suis donné dans mon programme. Puis, je suis une formation justement avec une coach en ce moment sur le web. Et je me suis donné ce mandat-là de dire, là, je suis les étapes une à une. Je vais prendre le temps. Ça prendra le temps que ça faudra. Mais quand je mettrai mon programme en place, c'est parce que je le ferai de façon vraiment efficace et qui sera prêt à lancer. Parce que je me rendais compte que je me lançais un peu partout. D'accord. Et je tournais souvent en rond. Donc, juste d'être plus patient, d'être plus efficace, oui, de suivre une structure, de me redonner ce mandat-là, cette nécessité-là de resuivre une structure. Et j'ai toujours été très autodidacte. On me donnait un contenu, je suivais des formations, je lisais un livre, je mettais quelque chose en place avec. Mais là, je me rends compte qu'au niveau où je suis rendu, autant au niveau de tout ce qui est la technologie, j'ai pas le choix de prendre mon temps et de le développer, de le mettre en place là, de façon structurée. Oui, c'est sûr. Je comprends ça. Moi, j'ai décidé de déléguer une partie parce qu'à un moment ou à un autre, il faut voir ses limites. Oui, puis en ce moment, c'est mes capacités financières qui m'empêchent un peu de le faire. Bien sûr. Parce que là, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Oui, je me suis mis de l'argent de côté pour développer mon projet.
je peux vivre de façon, autonome pendant un certain temps. Mais oui, c'est sûr que moi, la première chose que je vais faire, le premier développement que je vais faire dans mon entreprise, c'est de m'engager quelqu'un qui va m'accompagner sur le plan technique. Oui. Ça, c'est clair, là, parce que des idées, j'en ai plein. La façon de communiquer, la façon de m'exprimer, il n'y a aucun problème, je pense, de ce côté-là. Mais tout ce qui est l'aspect technique, même si j'y arrive, même si je le comprends dans ma tête, de le mettre en place, c'est plus difficile. Oui, je comprends. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que je vais devoir faire assez rapidement. Oui. Bah écoute Steve, je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était très riche. J'espère que ça va donner de l'impulsion à plusieurs personnes de se prendre en charge, éventuellement de suivre tes formations bientôt qu'on pourra retrouver et dès que ça sera possible. Eh bien, de toute façon, moi, je vais mettre tous les liens qui seront en dessous de la vidéo que tu vas m'envoyer. Et puis, je te souhaite plein de belles choses pour les mois et les années à venir. Et puis, peut-être de se voir un jour en France pour une conférence. Et d'ici là, écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, à très bientôt. Merci à toi. Merci.